À l'école, il y avait les petits avec Mademoiselle Bonmotet en bas, puis les grands à l'étage avec M. Déturin. Moi, j'étais avec M. Babel avant. Avec Déturin, je crois que j'ai été quelque temps, pas longtemps. Puis après, ils se faisaient les 2 dernières années à Atna. L'école secondaire d'Atna, c'est 2 ans. Ils y allaient le matin, je crois que le matin. Tout le temps, tôt travailler chez leurs parents. Et mon père, Atna, lui, il avait point de vélo, il n'y avait rien. Il y allait avec des sabots. J'avais point de souliers, toujours avec des sabots. Il allait à Atna. Et le matin, il revenait à midi. On allait à la mairie, là-bas dans la petite salle où il y a le bar maintenant. C'est l'école enfantine. Et puis, après l'école enfantine, bien sûr, il y a eu l'école primaire, où j'ai j'ai fait la moitié de mon école, quoi, les 3 quarts de mon école. On avait Mademoiselle Beaumotet, j'étais sûrement pas son meilleur élève, mais je sais pas pourquoi, elle m'a mis sur son testament, elle m'a donné un tableau qu'elle a derrière. Et puis quand j'ai été voir le pasteur, il m'a dit vous choisirez, il m'a dit celui-là il a promis, l'autre a promis, j'ai dit bah, vous me donnez celui que vous voulez. Puis voilà, c'est le souvenir que j'ai d'elle, puis encore un souvenir, elle avait l'obsession des microbes. Elle avait l'obsession des microbes, elle prenait sa pomme à manger avec un papier hygiénique. Puis celui qui allait la trouver, elle ne laissait pas rentrer chez elle, elle frottait frottait la poignée de sa porte, désinfectait la poignée de sa porte. Mais c'était une très bonne maîtresse, une bonne éducatrice. Était en juillet avec. Elle faisait l'école des protestants, elle était protestante, mais c'était une très bonne maîtresse. Alors elle était très spéciale, mais très gentille. Mais elle était très spéciale, elle était toujours habillée différemment de tout le monde. Elle en était restée un petit peu aux habits de l'ancien temps et tout ça. Alors, elle se différenciait comme ça, mais elle était très très gentille. Alors c'est elle qui nous faisait faire la couture, par exemple. Alors le jour de la couture, le maître prenait les élèves les garçons de la maîtresse, et puis les siens, puis il faisait faire du travail à eux, puis nous on faisait la couture avec la maîtresse. Elle partait en vacances à Châteaudet toutes les années. Elle emmenait ses poules, c'était nous qu'on l'amenait. Avec le cheval à la gare. Elle avait 3 poules, elle emmenait les poules à Châteaudet, dans une cage. On l'amenait à la gare à Cornavin. Elle est passée ses vacances tout le temps à Châteaudet, tout l'été. Elle était très stricte pour la. Fallait pas dire un vilain mot, hein. C'était la punition. Et puis après, on a eu monsieur Babel pour la 4e année. Et puis après, monsieur Louis de Turin de la Connaît pour la 5e et 6e. Et on a profité de M. de Turin qui allait se marier. Alors il était tellement heureux d'aller se marier, il nous mettait plus de punition. C'était vrai. Que j'allais à l'école, donc j'étais à l'école primaire à Soral, puis j'étais à l'école secondaire à Atna. C'était l'école secondaire à Atna, on appelle maintenant l'université d'Atna. Maintenant, ceux qui faisaient des études à l'âge d'un, mais il y en avait tellement peu qui faisaient des études. Quand ils avaient fait Atna, c'était fini. Hein. On allait à bicyclette l'hiver. Puis on avait des hivers rigoureux, beaucoup plus rigoureux qu'on a maintenant. On n'était pas habillés comme maintenant, on avait les petites cuissettes, là. On avait les genoux tout violets quand on rentrait de l'école. Moi j'ai fait mes études à l'université d'Atna, comme on dit. Ouais. Et justement, c'était quand il y avait les hivers rigoureux, parce qu'on a eu des hivers très rigoureux, eh bien, l'ancien facteur Fontaine, il allait chercher le courrier à la Connaît, en traîneau, et avant d'aller prendre le courrier, il nous menait à l'école, comme je dirais, à l'université d'Atna. Il nous menait en traîneau
Et puis, il y a mon père qui était venu nous chercher aussi, parce qu'il y avait tellement de neige, on devait y aller à pied. Hein. On ne pouvait pas y aller en vélo, alors il nous emmenait en traîneau. On allait faire des tours en traîneau, oui. Et, on avait fait des bonnes randonnées. On n'allait pas loin, mais on allait de bistrot en bistrot pour passer le temps. Ah ben, un grand traîneau avec 2 chevaux, on allait une douzaine dessus. Ah, on a passé des bons moments quand même. Bien sûr que les routes n'étaient pas nettoyées comme maintenant, hein. On pouvait circuler pendant 15 jours, 3 semaines sur les routes, c'était verglacé. La feuillée était complètement bouchée. Là. On avait le cantonnier, on avait un cantonnier qui habitait Soral, qui s'occupait de la région. Il avait embauché tous les jeunes pour débarrasser la neige. On était une quinzaine pour débarrasser la neige, pour pouvoir ouvrir la route. Il n'y avait pas les trax comme maintenant, c'était tout à bras. C'était Chevalier qui était cantonnier pour l'État. Oh, alors, un souci. Il m'appelait à 2 h du matin quand ça neigeait. Il fallait avoir fait le tour avant 7 h. Ouais. Des fois, la première neige, les chevaux n'étaient pas chouillés. Il fallait chouiller les chevaux avant de partir, etc. Alors on mettait, il avait un barème, tant de centimètres, tant de chevaux, jamais moins de 2. Mais s'il y en avait plus de tant de 3 ou 4 chevaux. En général, c'était 3, plus souvent 2. La bise s'est mise à souffler, faisait des congères. La route était complètement pleine de neige. Alors j'ai dû passer le triangle avec le tracteur jusqu'à Cézanne. Je faisais la navette Soral-Cézanne. J'ai fait ça presque toute la journée. Je voyais à peine où j'avais passé en revenant de Cézanne. Je me rappelle, il y en avait un nommé Gras. Paul Gras, alors voilà que c'était venu le soleil, puis ça fondait, le vent s'était élevé. Il disait, dépêchons-nous avant qu'il y en ait plus, qui essaye. Ouais. Puis moi, je me rappelle, les premiers temps que j'avais la poste, c'était en 1947, alors des fois il y avait des télégrammes de mobilisation d'essai. Alors, tout d'un coup, ils me cherchaient partout, c'était un dimanche soir, ils me cherchaient partout pour télégramme mobilisation. Alors, moi, il y en a un qui me puis je lui dis, boucle là, moi, on part au bal à Saint-Julien. Alors, dans ma matin, ma mère m'engueulait, mais c'est pas possible, t'es jamais là, c'est ci, c'est ça. Oh, j'ai dit, je vais essayer de me débrouiller. Alors, je téléphone à ma collègue la connaît. Je vais voir sur un télégramme mobilisation. Ah oui, oui, alors télégramme d'essai de mobilisation, ah mais tout ça. Et puis vous l'avez reçu à quelle heure? 8h30, bon moi, je suis maire. Puis le matin je pars, je vais trouver le maire. Puis je lui dis voilà, je ne vous ai pas dérangé hier soir pour signer ça, j'ai reçu le télégramme à 8h30. Alors, le maire reçu le télégramme à 8h30, le maire pauvre un coup de tampon. Puis c'est bien ici, puis 4 mois après, je ne sais pas si c'était département militaire ou bien le machin, téléphoné, dis donc, on n'y comprend rien à Soral. Vous avez reçu le télégramme 2 heures avant qu'on vous l'envoie. Ah bon, j'ai dit, je savais bien ce qui s'était passé, mais je voulais garder. Je ne me rappelle plus du tout de cet incident. On avait été à la naissance avec Paul Duprat, le facteur, Joseph et moi. Alors, c'était le vendredi saint, on arrive au bord d'un lac du Grosseto. Et puis, on commence le repas, il nous amène un énorme beefsteak. Alors, tous les prêtres, les sœurs qui étaient avant nous, ont mangé la viande. Puis nous, quand le serveur est arrivé vers nous, M. Fontaine, le facteur, a dit nous, on ne mange pas de la viande le vendredi. Encore en plus, le vendredi saint. Alors, ils nous ont repris la viande et nous ont apporté à chacun une truite. On n'est rien perdu. Ah, ben le facteur Fontaine, personnage, oui.
Oh, c'était un homme qui était rectiligne, alors de ce côté-là. Ouais, et puis, c'était l'homme qui aimait bien boire son verre de blanc tous les soirs. Il allait boire son verre de blanc. Il n'aimait pas le fromage, il n'aimait pas la viande. C'était pas facile. Quand on avait un banquet de la chorale, on l'appelait la curette. C'était pas la femme de curé, la bonne de curé. Elle nous apportait des grands poissons, des grands plats de machin, puis elle nous faisait voir, puis après, elle servait. Puis lui, il avait au bout de la table, il avait 2 œufs au plat, puis des combines comme ça. Et puis, mais tous les soirs, il mangeait sa fondue, ce qui veut dire qu'il mettait en 1020 et puis coupait 2-3 taillons de fromage dedans pour donner un peu le goût. Il n'aimait pas le fromage. Le facteur Fontaine faisait aussi partie de la chorale. Mais c'était un membre passif. Il chantait pas, il n'avait pas de voix, mais il était content de faire partie de la chorale. Alors il venait, quand on faisait chaque année une tournée de la chorale, alors il avait son appareil, et il prenait des photos partout où on allait. Je crois qu'on avait que lui comme photographe à Soral, il prenait partout des photos. Grâce à lui, on va garder des bons souvenirs de Soral, grâce à ses photos. Oui, alors après, par la suite, c'est encore un Fontaine qui a repris la poste. Il était très jeune, du reste, c'est René Fontaine, dit Quinos, un très bon facteur, affable. Et je dirais le mot, assez rigolo. Voilà. Si ça lui fait pas plaisir d'entendre ça, bah tant pis. Ah, ben j'ai repris la poste en 47. J'ai pris la poste en 47. Le facteur, ouais. Le facteur Fontaine aussi, ça fait 80 ans de Fontaine à Soral. Ils ont dit que c'était la dernière fois qu'il y avait des fontaines à Soral. Parce qu'avant, il fallait fournir le local. Alors c'était que des gens du pays qui pouvaient pratiquement prendre la poste. Et puis maintenant, la commune a fait vous savez qu'ils peuvent prendre n'importe qui. Tout le monde peut soumissionner. Oui, 47. Et puis j'ai fait 34 ans. J'ai 18 ans de retraite. Ben, je pas mal, je ne veux pas refaire autant. Tous les matins, ils venaient chercher leur courrier à la poste, ils n'attendaient pas que le facteur le porte. Et ça, c'est encore resté, parce qu'il y en a encore qui y vont. Ils aiment aller chercher leur journal. Puis bon, quand ils venaient ici, après, c'était des grandes discussions sur la place, ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient traiter, comment, vous voyez, c'était tous les paysans, souvent les paysans qui parlaient de leurs champs, qui parlaient de leurs bêtes et tout ça. Il y en a qui donnaient des conseils aux autres, forcément. On allait à Laconais, chercher le courrier à Laconais, en vélo. On y allait 3 fois par jour. J'y allais le matin à 7h, 6h, 7h. Je revenais, faisais le tri. Et puis, là, l'après-midi, j'y allais aussi à 2h. Les tribunes arrivaient l'après-midi, elles étaient distribuées l'après-midi. Ouais. Alors, je me rappelle, on faisait les livraisons de blé. Moi, j'étais de l'Office fédéral des blés. Alors, il fallait que j'y aille. Alors, on faisait la grande pantomime de Parc Rouge. Alors, il y en a un copain qui m'avait ramené à Laconais pour prendre la tribune au bus, couper les tribunes, distribuer, puis on était redescendu à Carouge. Tous les paquets qui arrivaient par le tram, ça commençait, les gens commençaient à acheter pour y faire apporter. Enfin, souvent, ils prenaient mes frères, ils prenaient son fils, et puis ils allaient chercher les paquets au tram. Ils allaient tout chercher au tram pour les amener ici à pied. Il n'y avait rien pour les porter. Il avait une petite remorque et puis ils allaient à pied. Puis il fallait rapporter les paquets. Puis alors il était très scrupuleux, mon oncle, alors. Enfin, le facteur. Il se veillait que les gamins ne regardent pas les étiquettes. Il ne fallait pas que les gosses sachent où il allait donner les paquets. Vous voyez? Il était... Alors là, quand il avait la poste, on pouvait être sûr qu'il savait garder les secrets. Hein.
On n'était pas vraiment fonctionnaires. Ils nous payaient comme les fonctionnaires, mais il fallait fournir le local d'abord, puis deuxièmement, ils nous payaient nos congés, mais il fallait trouver quelqu'un pour se remplacer. Alors ça, c'est toujours plus difficile. On a pu trouver facilement quelqu'un quand il a commencé à avoir le chômage dans l'horlogerie, dans le Jura. Alors il y en a qui sont mis là-dedans, il y en a qui sont revenus les premiers. Les premiers temps, quand il y avait les ventes par catalogue, puis quand on reportait la marchandise, que ça ne nous convenait pas, mais ils nous incendiaient chaque fois qu'on reportait un paquet. Ils disaient, il n'y a pas assez de magasins à Genève sans reporter ces paquets. Ils étaient furieux. Ah ben, au début de la poste, j'avais 7 heures de boulot par jour. 7 heures de boulot par jour, il y avait une septantaine de ménages. Et puis, j'ai fini avec le double. Puis maintenant, il doit en avoir bientôt le double. Toutes les maisons sont rénovées, sont truquées. Parce que quand j'ai repris la poste, un tiers du village était, disons pas en ruine, mais presque. En ruine ou vraiment l'écurie, grange, c'est tout transformé. Il y a eu 30 glorieuses, l'argent est rentré, tout le monde a travaillé. Oui. Bien sûr, ça fait un bon arrière. Jusque dans les années 1950, l'agriculture a évolué très lentement, mais en réalité de façon pratiquement continue. Au XIXe siècle, on a d'abord transformé tous les pâturages, les terres de broussailles, ce qu'on appelait les teppes ou les terres vaines, en champs ou en vignes. La vigne a beaucoup progressé jusque vers 1880, jusqu'à ce que la catastrophe du phylloxéra oblige à arracher une partie des bonnes vignes de la commune et de les remplacer par de nouveaux clos. Vers la fin de la Première Guerre mondiale, toutes les vignes avaient été replantées, mais les difficultés d'écoulement ont contraint souvent à arracher des vignes. Les vendanges, c'était très bien, c'était le vieux temps, parce qu'à présent, les vendanges, c'est plus comme avant. Hein. Avec la mécanisation, il n'y a plus besoin de vendangeuses, de vendangeurs, sauf en moraine. Quand les moraines, les machines ne peuvent pas y aller, alors il y a des vendangeurs et vendangeuses, mais on n'embauche plus autant de personnes qu'à présent, qu'avant, je veux dire. Quand on était jeune, c'était un moment de rigolade, parce que on était nombreux, il y avait les filles, et puis quand elles laissaient les raisins, on appelait ça l'hormonage, on les embrassait. Et puis alors on avait la veillée au pressoir. C'était très pénible, hein, les vendanges. Parce que on avait le bétail, on soignait le bétail à 5 heures du matin, on partait vendanger, on revenait à midi, on mettait sur le pressoir, et puis on repartait l'après-midi, et le soir, on est de nouveau soigné le bétail. Après, on pressait jusqu'à minuit. C'était des journées très fatigantes. Après, ils venaient, quand ils avaient fini de presser, là, qui sortaient vraiment plus, il fallait aller, vous voyez, qu'ils sortent plus une seule goutte, hein, parce qu'il fallait rien perdre. Alors après, ils venaient, puis alors ils mangeaient des sardines, puis le pain, le fromage. C'était, vous voyez, c'était des coutumes. Mais ils se réunissaient bien entre vous voyez, c'était pas chacun pour soi, ils venaient bien un petit peu tous pour aider. C'était rigolo aussi, parce que c'est plus comme les vendanges maintenant, la machine. Tout est fait aux machines maintenant, il n'y a plus cet changement de civilisation. Puis encore, combien ça va rester de paysans à Soral d'ici 10-15 ans? 3 ou 4, maximum. Ouais. Tandis que dans le temps, 4 vaches, 4 vaches, ils élevaient leur famille. Hein. En 1953, on devait fonder une cave à Lully.
Et puis, il y a eu une assemblée de tous les viticulteurs de la région. Elle était un peu influencée par un viticulteur qui faisait déjà partie de la cave de Satigny. Alors, il a tellement bien tourné les choses que les gens se sont laissés un petit peu influencer. Et puis, au lieu de faire la cave à Lully, eh bien, on est allé à Satigny. C'est la plus grosse erreur qu'on ait pu faire. Moi, depuis j'ai toujours été pas content, pas du tout content qu'on a l'arbre. D'abord, c'est beaucoup trop loin. Et puis, ça fait quand même des kilomètres. Ça fait passer 20 kilomètres chaque voyage. Bon, les tout premiers temps, il y avait beaucoup moins de vignes. Mais après, ça s'est planté beaucoup de vignes. Alors, naturellement, qu'il fallait faire beaucoup de voyages. Alors, on faisait des kilomètres on fait des kilomètres et des kilomètres encore à l'heure actuelle. C'était une toute grosse erreur. Soral a su garder un fort caractère rural et agricole. Et ça, je pense qu'on le doit à la vigne qui nous entoure. On a plusieurs coteaux. Et lorsque l'agriculture s'est fortement mécanisée et qu'il a fallu que les domaines deviennent de plus en plus grands pour rester viables, eh bien, grâce à la viticulture, à la vigne à l'époque, qui était de meilleurs rapports, beaucoup de petites exploitations ont pu subsister. Ce qui fait qu'on a encore, je crois, 12 ou 13 exploitations agricoles et viticoles à Soral, ce qui est énorme. Si on va voir dans des villages de la même capacité de Soral, généralement, il n'en reste plus que 3 ou 4. La vigne a sauvé beaucoup de choses. Hein. Il y avait donc, c'était Georges Duprat qui est un peu le promoteur des vignes, des PD, des plans directs, comme on le disait, pas des PD autrement. Alors, il a été lavé, puis après ils ont interdit avec la cave, il ne fallait plus faire PD, alors ils ont tout transformé. Mais planter de la vigne, ils en ont planté. Mais ça payait, hein, à cette époque-là. Parce qu'à sauver un peu l'agriculture et le village. Un autre progrès continu, c'est celui de l'élevage. On élève des vaches laitières. Le but est de produire du lait qu'on apporte à la laiterie, et de la laiterie, il est amené directement en ville. C'est ainsi qu'on obtient le meilleur prix. L'élevage, évidemment, c'est une activité qui demande beaucoup de travail. Pas de vacances, se lever tôt et même très tôt, tous les matins à 5h30 pour s'occuper des bêtes, mais c'est aussi, avec la vigne, une activité qui rapporte beaucoup plus que les céréales qui, à Genève, n'ont pas des rendements extraordinaires à cette époque. D'autant plus, il faut se rappeler qu'on n'utilise que des engrais animaux, qu'il n'y a pas d'engrais chimiques. De la même manière, la mécanisation de l'agriculture est beaucoup plus lente qu'on ne le pense d'habitude. On peut dire qu'avant la Première Guerre mondiale, la seule innovation de taille qui avait été apportée, c'est la batteuse que l'on transportait de ferme en ferme pour battre le grain quelque temps après la moisson. Par contre, pour ce qui est des tracteurs, pour ce qui est des autres engins, les moissonneuses, il faut attendre les années 20. Sauf erreur, le premier tracteur c'est arrivé en 1919. Et là encore, la plupart des exploitations, au fond, se sont converties à ces nouvelles machines que tardivement, pour des raisons financières, très souvent. On avait du bétail. Je me souviens que on touchait 22 centimes le litre de lait. Et puis, il y avait déjà un contingent à un certain moment. Alors, on nous payait le supplément 12 à 14 centimes. Et puis, on avait quand même on avait du personnel. Alors, tous les mois, à la fin du mois, on touchait la paye de la laiterie. Et puis quand on achetait les marchandises, on achetait les fromages entiers, à ce moment des fromages de 20 à 25 kilos, qu'on payait dans les 2 francs 75 à 2 francs 95 le kilo, suivant la qualité.
Et maintenant, vous payez combien? On paye 20 francs. 20 francs le kilo de fromage. Et on a vendu énormément de pommes de terre à des primeurs qui venaient chercher les pommes de terre à 14 francs les 100 kilos, 14, 15 francs, ça dépend. On a vendu même une année, elles étaient 8 francs les 100 kilos. Alors vous voyez ce qu'on gagnait. J'ai connu les moissons en étant jeune. On fauchait le blé à la faux. Et après, on ramassait les andins qu'on attachait avec des liens. Et puis, après, c'est arrivé la faucheuse. La faucheuse avait à 2 chevaux. Il y avait 2 personnes sur la faucheuse. Un qui conduisait les chevaux, et puis l'autre il était assis. Et il y avait un siège qui était sur la roue de droite. Et puis il y avait un espèce de tablier. Vous voyez? Alors, avec un râteau, il tirait le blé, comme ça, et puis quand il y en avait assez sur le tablier, il lâchait, et puis on appelait ça des javelles. Alors après, une fois que tout le champ était fauché, on mettait tout ça en boisseau, détaché. On mettait 2 javelles sur le lien et puis on attachait. Après, il y a eu la moissonneuse lieuse. Alors j'ai beaucoup fauché pour les gens à ce moment-là. Tout le monde n'avait pas une moissonneuse lieuse. Alors j'ai commencé un peu à faucher pour les gens avec le vieux tracteur, naturellement, il n'y en avait pas d'autre. Alors on allait au champ on allait le matin, puis on venait à midi, on venait à pied, parce que on ne voulait pas décrocher le tracteur, la machine pour venir. On venait chercher un arrosoir d'eau, parce que le tracteur buvait passablement d'eau quand il fait chaud comme ça. Et puis 2-3 pelotons de ficelle pour la moissonneuse. Puis alors après, c'est venu la moissonneuse batteuse vers les années 50. Alors à Soral, presque tous les agriculteurs avaient une moissonneuse. Et puis au bout de quelques années, quand elle commençait à venir un peu usée, il y en a plusieurs qui ont dit parce que moi j'avais commencé déjà un peu l'entreprise. Puis après, quand mon fils a grandi, on a continué. Alors il y en a qui lui ont dit, si tu veux, t'achètes une plus grosse batteuse et puis tu nous feras nos moissons. Puis c'est comme ça que c'est parti. Puis mon fils, maintenant, il fait l'entreprise de battage. Ça ne peut pas aller beaucoup plus loin, je crois, maintenant, à moins que ça fasse le pain directement derrière la batteuse. Première moissonneuse lieuse, je m'en rappellerai toujours, qui est venue à Genève, il y en est venu 2 en même temps, Paul Desbaillets de Russin et mon père, l'année que je suis né, en 15. La première moissonneuse lieuse, il l'avait achetée avec le père à Marius Fontaine. Alors tout le monde disait, où est-ce qu'ils vont passer ce tout petit, ça gros. Vous voyez ça, non, ça n'irait pas, quoi. Et la première moissonneuse batteuse, on l'a achetée entre Duprat-Mirault, mes beaux-frères, ça ne croit pas mes beaux-frères, Fontaine et moi. Donc on a été dans le coup, la première lieuse et la première batteuse. La première moissonneuse batteuse d'une classe traînée par un tracteur, qui fauchait comme une lieuse, mais qui battait si bien que celle de maintenant. Voilà. Et puis alors après, tout a continué, les machines sont modernisées. Maintenant, c'est des tanks, quoi. Mais c'est pas pour ça que dans le temps, un paysan qui avait une dizaine de vaches, il pouvait s'offrir en berger. Donc les employés coûtaient entre 70 et 90 francs par mois à ce moment-là. Et maintenant, j'ai le fils d'un ami qui a 40 vaches, il dit, je ne peux pas garder un berger parce qu'il me faut 100 000 litres de lait pour le payer.
Alors, pour finir, ça va pas mieux. Pour finir, ça va pas mieux. À l'époque, il y avait l'Angelus qui sonnait, pas à la levée du jour. Ben, ça pouvait être, à la levée du jour en été, ça pouvait être 5h30. Hein. Ils partaient travailler quand l'Angelus sonnait. Et ils rentraient quand l'Angelus sonnait. On attendait que l'Angelus sonne pour rentrer. Mais là, ça allait des fois jusqu'à 9h le soir. Hein. Vous voyez les journées que ça leur faisait. C'était quand même pas mal. Alors à midi, ils revenaient manger au son de l'Angelus. Puis alors, ils repartaient, alors ils se reposaient un petit moment l'après-midi. Alors ça, c'était normal, parce que c'était quand même dur le travail des champs. Hein. C'était quand même dur, hein, quand il fallait tout retourner le foin, fallait racler, fallait faire... Ils faisaient ça tout à la main. Hein. Là, l'agriculture a bien changé. Hein. Je pense que si les jeunes avaient dû faire ce qu'on a fait, nous... je crois qu'il n'y en a plus beaucoup qui resteraient à la campagne. Maintenant, c'est les machines. Dans tous les domaines. Soit la vigne, soit... Et qu'avant, pour sulfater les vignes, ben, on avait la boye de 10 ou 20 litres, puis on pompait toute la journée. Qu'est-ce qui a coulé tous les petits paysans? C'est le programme d'autorisation avant. Ils gardaient un cheval 15 ans, ils en mettaient 500-600 francs, ils en avaient 24 ans. J'ai tué le vieux. Les vieux chevaux de boucherie se vendaient cher. Ils pouvaient, comment ça faisait pas. Les premiers tracteurs coûtaient 4000 francs, mais il était usé, ils ne l'avaient pas payé encore. Puis maintenant, on n'en parle plus, il faut 100 000 francs, mon tracteur. C'est ce qui tue la petite agriculture. Et c'est dommage, parce que la base d'un pays, moi je dis que c'est l'agriculture. Les gens stables, qui ne bougent pas, qui ne sont pas révolutionnaires, rien. C'est fini maintenant. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'innovation technologique, la diffusion des machines agricoles a finalement des conséquences un peu paradoxales. D'une part, grâce aux engrais, grâce aux machines, les rendements, la productivité du travail augmentent fortement. D'un autre côté, ces innovations étant généralisées en Europe, la concurrence se fait de plus en plus dure et contraint les paysans de Soral à abandonner certaines activités qui ne sont manifestement plus rentables. C'est le cas de l'élevage, ce qui va beaucoup transformer en fait le caractère de la vie villageoise. Et beaucoup d'anciens habitants se rappellent avec une certaine nostalgie, au fond, la présence continue du bétail dans les rues, vers la fontaine, dans les prés, qui va complètement disparaître à partir des années 60 et surtout dans les années 70. La vigne, elle, va être le moyen, si l'on veut, pour beaucoup de paysans de survivre aux difficultés, jusqu'à ce que la facilité aidant, la qualité ne soit pas tout à fait à la hauteur des attentes du consommateur, et ce n'est qu'au fond que très récemment, disons ces 20 dernières années, qu'il y a eu un effort très fructueux de ce côté-là pour revenir à des produits qui puissent résister à la concurrence des producteurs, soit suisses, soit étrangers. Quant à la production de céréales, ici, qui est toujours très, très forte, c'est bien évidemment grâce aux subventions fédérales qu'elle a été maintenue à son niveau actuel. Cette voiture date de 1925. Cette voiture, je l'ai achetée, j'avais 18 ans, c'était en 1936. Et une anecdote de jeunesse, nous avions été à la fête des musiques à Annemasse avec cette voiture. Il y avait Paul Duprat, Charles Fontaine et mon ami Kinos. Et en revenant, nous avions passé par le jardin anglais, enfin disons, nous étions descendus en ville. Et on chantait, on avait fait le parc en long et en large. Et tu t'en souviens, Kinos? Bien sûr que je m'en souviens. On a été à la fête des musiques à Annemasse. On s'était tous acheté des casquettes blanches. Et quand on a voulu passer à la caisse, ils nous ont dit les musiques ne payent pas. Alors, on a fait la fête et on est descendu sur Genève.
À la bonne santé. Allez, mais tu hop, prends l'autre verre. hop. T'aurais dû prendre l'autre verre. Santé. Moi, je bois dans 2 verres. Ouais. Je bois comme ça, moi. Santé, c'est la seule chose qui nous convienne pour le moment. Voilà, santé des Tout le amis. restant, tout le restant, on y a. Ouais. Oui, il y a ce fameux dicton qui se dit depuis longtemps, les putes à Soral, mais on n'a pas très au clair là-dessus. Il y a 2 versions. Moi, j'ai regardé dans les archives de la mairie, j'ai rien trouvé du tout. On n'en parle pas, quoi, disons. Et puis, mon père me disait que il y avait parce qu'à Soral, il y avait 4 restaurants, 4 bistrots, disons, quoi. Celui-là, il n'existe plus. Alors, il y avait 2 sœurs qui tenaient un bistrot à Soral, en haut de village, derrière le hangar des pompes, qui n'existe plus à présent. 2 sœurs qui faisaient un petit peu le tapin, comme on dit. Mais surtout, elles le faisaient avec des contrebandiers qui passaient le tabac. Alors les contrebandiers, ils connaissaient la ronde des sentinelles. Alors en attendant que les sentinelles parlent, elles passent, eh bien les contrebandiers s'occupaient d'elles, disons. Puis c'est un dicton, puis il y avait les bergers, enfin les gens de la campagne qui venaient à ce bistrot aussi. Première version, en deuxième version, c'est que les femmes légères de la ville venaient le mercredi parce qu'elles avaient le mercredi de congé. Elles venaient en fiacre avec leur maquereau, puisqu'on parlons français, quoi, disons. Elles venaient déjeuner à l'Écu de Genève, plutôt goûter à l'Écu de Genève, parce que c'était leur jour de congé. Alors elles venaient en fiacre. Alors on a dit, c'est les putes à Soral elles viennent goûter à Soral. Deuxième version, j'en sais rien, j'ai pas entendu parler d'autre chose. Hein. Enfin, pas moi en tout cas. Mais je crois que c'est plutôt la deuxième version qui est la meilleure, j'ai l'impression. Alors, vous savez, c'était, il n'y a jamais plus rien du tout, les contrebandiers. Le mot de passe, ils soyaient, parce qu'ils passaient toujours au 30-40 à la fois. Si y avait un douanier, le douanier se sauvait. Autrement, il aurait un triste sort. Alors, le rendez-vous, c'est le bistrot chez la Choulette. Parce que là, chez la Mijo, quand on ouvre la porte derrière, on est sur France. Alors, ils saoulaient la gueule jusqu'à 11h minuit, puis ils partaient tous avec un paquet de tabac de 50 kilos sur le dos. Puis ils allaient passer la grande zone, les us à Frangy. Alors le mot de passe, quand ils soyaient, tel jour au pute à Soral, ça veut dire rendez-vous. C'est ce que mon père me disait. Rendez-vous au pute à Soral, ça veut dire le rendez-vous des contrebandiers. Là, ils partaient ce soir-là. Alors ils ne disaient pas rendez-vous au pute à Soral ce soir. Voilà. Il n'y avait même pas de pute à Soral. Et je me souviens qu'une année, on avait organisé l'Assemblée des communes genevoises à Soral. C'est un de mes adjoints qui a pris cette décision. Et c'était de la coutume, lorsqu'on recevait tous les maires des communes genevoises, leur faire un petit cadeau lors de cette assemblée. Et puis d'habitude, on recevait toujours un bouquin, des bouteilles ou un livre sur la commune. Puis là, j'ai dit, il faut qu'on trouve quelque chose d'original. J'avais été au salon du livre et j'étais tombé sur un monsieur Lenoir, qui vendait des petits coffrets dans lesquels il y avait des fioles. Ça s'appelait le nez du vin. Donc il y avait 12 fioles qui avaient des goûts différents qu'on retrouve dans les vins. Il y avait le goût de la banane, de la violette, de la framboise, des goûts agréables. Il y avait des goûts aussi, le goût de la civette par exemple, qui caractérise les vins vieux. Alors je me suis dit, tiens, je vais acheter ce coffret pour l'offrir aux maires qui viendront à cette assemblée à Soral. Et puis le monsieur en voulait, je crois, à peu près 70 francs. J'ai dit, oh non, c'est quand même un peu cher. Je lui ai retéléphoné 2-3 fois pour lui faire des rabais. Et puis finalement, il m'a dit, il était descendu à 60 francs. J'ai dit, oh, c'est encore trop cher, je ne pouvais pas me permettre de faire un cadeau aussi cher à tous les maires adjoints du canton. Ça faisait à peu près 140 personnes, à peu près. Alors pour finir, il me dit, bon, écoutez, je reste à ce prix-là, mais je m'occupe des droits de douane. J'ai dit, écoutez, vous faites encore un rabais, puis moi, les droits de douane, je m'en occupe. Et puis finalement, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de droit de douane à payer, c'est-à-dire qu'on a passé à travers la frontière sans déclarer nos petits cadeaux, là. Et puis l'assemblée s'est très bien passée, on a offert ces cadeaux, tout le monde était content. Et puis il m'en restait quelques-uns. Et puis je ne sais pas, une année après, il y a la direction des douanes qui me téléphone, le grand directeur des douanes, qui me dit, écoutez, Soral est un village particulier. On vient avec tous les directeurs des arrondissements à Genève faire notre assemblée. Est-ce que vous seriez d'accord de nous recevoir à la mairie? J'ai dit, mais bien sûr, t'es tout content. Vous savez, ces gens-là, il faut toujours avoir des bons contacts avec eux.
Et puis il est venu donc à la mairie, on les a reçus à midi, on leur a donné à manger, ils ont fait leur assemblée à la mairie. Il y avait les directeurs, les 5 directeurs d'arrondissement, le directeur général des douanes. Et à la fin de l'assemblée, eh bien, j'aurais dit, écoutez, je me permets encore de vous offrir un petit cadeau, et je leur ai offert le cadeau de ce monsieur Lenoir, ces coffrets qu'on avait passés en contrebande. Alors pour moi, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. J'étais assez content de mon coup, finalement. Alors bon, je pense que maintenant, il y a prescription, on ne va pas m'en tenir rigueur. Et puis c'est vrai que Soral a toujours eu un peu la réputation d'être, les Soraliens ont toujours un peu la réputation d'être des contrebandiers, donc. Bien, on se trouve devant la maison donc d'Émilie Roch, qui est en train de vivre un événement majeur pour cette année 2000, qui correspond au 150e anniversaire aussi de notre commune, c'est-à-dire que cette maison va passer du territoire français au territoire suisse. Et pourquoi cette maison passe sur le territoire suisse maintenant? Parce que dans le cadre de la réalisation de l'autoroute de contournement du canton, la commune de Bardonnay a cédé 84 000 m² de terrain et c'est maintenant Soral qui les récupère. Une des particularités de cette maison, c'est qu'elle faisait partie de la commune de Viry, alors que la deuxième maison qui est dans le même cas faisait partie de la commune de Saint-Julien. Et ça, c'était donc des négociations que l'on a pu mener à terme parce qu'on a une très bonne entente avec nos 2 communes voisines. L'incidence de ce passage sur le plan technique pour Émilie, c'est que maintenant elle va avoir des services qui étaient déjà suisses, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, c'est suisse, les égouts, c'est suisse, le téléphone et la poste étaient françaises, la poste va devenir suisse par ce changement. Par contre, le téléphone va rester français. Ça, c'est une des particularités. Et Émilie va être vraiment une exception qui confirme la règle, comme dans toute bonne chose. Et puis c'est surtout tes souvenirs qui sont intéressants, hein, parce que simplement la dernière guerre, c'est pour toi quelque chose qui t'a marqué, tu nous le disais. Et d'avoir les barbelés en face de ta maison, ça, c'est quelque chose que tu n'oublieras pas. Mais la chance que tu avais, c'est de pouvoir relier Soral avec un petit trou de souris qui se trouve un petit peu au coin de ton jardin. Ouais. Ça, tu le tenais secret, mais les contrebandiers, eux, ils savaient très bien par où passer. Ouais. Tu as même vu... Même les soldats suisses savaient où. Une fois, il y avait des Interlaken par là-bas du pays à Zimmermann. Là. Ah bon? Puis Zimmermann était descendu une fois. Ouais. Pour pas discuter avec. Alors, Zimmermann disait heureusement que je suis parti de là-bas, parce que mon vieux, comme ça va maintenant. Et puis mon frère donc était à Soral, pour pas partir donc à la guerre, parce qu'il l'aurait ramassé. Alexis était à Soral, ouais. Hein? Ouais. Ouais. Alors, de temps en temps, on lui passait son dîner quand il travaillait les terres qu'on avait louées sur Suisse. Et puis, bon, un jour, il y en a un qui n'était pas bien pratique, de soldat. On lui paye, le papa lui paye un verre d'eau de vie. Pas de la trop bonne, quand même. Ouais, oh ben, on n'en avait pas 36 sortes. Alors, le soir, il y a des services là et là, c'est des pierres contre les vols de Pronauer. Ah, ils ont gardé un bon souvenir, quand même. Ah ouais. Oui. Et c'est vrai que le côté aussi qui donne de l'importance au passage qu'il y avait vers ta maison, c'est qu'à Soral, des Juifs ont pu se mettre à l'abri, et je crois que c'est un des points importants pour notre commune, d'avoir eu des gens qui ont fait passer des Juifs et qui ont été en sécurité. Et ensuite, je crois que tu étais au courant, ils descendaient avec Cordier-Beau dans les cajots et dans les caisses, ils venaient chercher les légumes à Soral, tu te souviens de ça? Ah non. Et c'est comme ça qu'ils redescendaient sur la ville. C'était aussi un moyen de les mettre à l'abri à ce moment-là des soldats suisses. On en a eu combien là qui sont restés? Il y a eu une fois des Serbes qui avaient passé, ils étaient 3. Ils étaient tout déchirés. La maman les avait recousus, les avait raccommodés un peu. Ils avaient encore 2 ou 3 sous suisses, ils voulaient lui laisser. La maman a dit non, c'est qu'il les garde comme souvenir. Ah bon? Autrement, comme ennui particulier, à part d'avoir les Allemands qui passaient devant chez toi, les Italiens, c'est vrai que les Soraliens donnaient du tabac aux Italiens, mais pas aux Allemands?
Non, ils en donnent à tout le monde. Ils en donnaient à tout le monde? Oui. Ah bon, alors Voilà. on m'a mal informé, tu vois. On m'a Non, dit non. que c'était surtout Tous. les Italiens, mais pas... Oui, les Le Italiens, mot d'ordre, c'était pas en donner aux Allemands. Italiens, ils étaient plus, comment il faut dire ça, plus mendiants, voilà. Uh-huh. Ils étaient tout le temps là en train de demander du beurre, du lait, des œufs. Oui, oui. Tandis que les Allemands, jamais ils auraient demandé. Mais les Allemands, ils avaient du tabac aussi, ça c'est. Oui, maintenant, je crois que tu vas garder plus que des bons souvenirs de cette période, puisque officiellement, tu es sur territoire suisse maintenant. Mais tu m'as dit que tant que la borne n'était pas enlevée, tu te considérais encore sur France. Hein? Oui. Donc, tu attends en somme le début du 3e millénaire pour vraiment être sur Suisse. Oui. Eh bien voilà, vous vous trouvez en face de l'ancienne douane. Une nouvelle douane a été construite sur la route de Crache en 1919. Moi j'étais gamin avec des copains. On se rappelle très bien de la construction. On allait voler des clous et puis des lithos pour s'amuser. Alors vous voyez, ici c'est le guichet où les douaniers faisaient les papiers des gens qui venaient de Saint-Julien, qui venaient de faire les commissions à Saint-Julien. C'est mon grand-père donc qui était receveur des douanes à ce moment-là. Ça n'a pas très bonne façon parce que les volets n'ont pas été ouverts depuis des décennies, peut-être depuis que la nouvelle douane a été construite. Oh, ben oui, il y a des charpentiers, menuisiers, il y avait. Comment? Charpent, ébéniste, il y avait un maçon, il y avait Miazza, il y avait des commerçants, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait les 3 bistrots, il y avait 2 épiceries. Oui, il y avait aussi le cordonnier. À cette époque-là, c'était toujours réservé à des gens qui ne pouvaient pas, qui boitaient ou qui avaient des problèmes physiques, qui avaient appris à faire le métier. Cordonnier, c'était réservé plus ou moins à ça, c'était pas obligatoire, mais c'était réservé à ça. Puis il y avait le peseur de la laiterie, il y avait celui qui sonnait les cloches, qui faisait les carillons, tout ça, tout le matin, le carillon, l'angelus, c'était le carillonneur. Puis plus ça venait l'été, plus il se levait de bonne heure pour appeler les ouvriers au boulot, parce que les ouvriers, c'était d'après l'angelus, puis lui retourner coucher. Ouais, c'était la vie de l'époque, quoi. Célestin, c'était le sabotier qui habitait là, juste en bas de notre maison. Et c'est lui qui s'occupait aussi de la laiterie, c'est lui qui faisait le lait à la laiterie. Alors il était assez strict, il fallait aller à l'heure, livrer le lait. Si on ne livrait pas à l'heure, il partait, et puis il fallait qu'on se débrouille avec le lait qu'on n'avait pas livré à la laiterie. Alors on allait à la douane avec notre boy pour l'offrir aux douaniers. Le forgeron Clavel, ils étaient 2 frères qui ferraient les chevaux, enfin tout ce qui s'occupait de la ferronnerie. Il y avait beaucoup d'artisans qui habitaient Passoral, mais qui passaient de temps en temps pendant l'année. Il y avait le rémouleur pour aiguiser les ciseaux. Et puis, il y avait des marchands qui vendaient du tissu aussi. Des tabliers, des mouchoirs, des choses comme ça. Et puis, le marchand de peau de lapin. Il criait « Peau de lapin, peau !» Il y avait aussi le marchand de poissons. Il venait à bicyclette avec la panière. On allait faire des commissions, mais on n'y allait jamais seul.
On était toujours 2 ou 3 parce qu'il y avait la dame qui était toujours tellement gentille. Elle nous donnait des bonbons. Alors, plus on était, plus il y avait de bonbons. Alors pour ça, ça je me rappelle bien. Alors, je la vois encore puiser dans son grand bocal et puis nous sortir des bonbons. On était là qu'on attendait, nous. Alors on achetait le pétrole, on achetait l'épicerie, on achetait un peu tout là à ce moment-là. Il n'y avait pas. Alors il y avait tous les marchands qui passaient. On avait le marchand de fromage, on avait tous ces marchands qui passaient. On n'avait jamais besoin. Elles n'allaient jamais en ville hein, à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'artisans dans le temps. Maintenant, il n'y a plus rien, c'est fini. Justement, tous ces. La Migros, tout ça, je me rappelle la Migros, ils venaient avec un camion là, pour vendre leurs marchandises, ça fait du tort à tous nos commerçants d'ici, ça. Hein. C'est un petit peu meilleur marché, alors ben, les gens ils allaient acheter à la Migros. Quoi. Mais je trouve que c'est dommage parce que ici, les épiciers, ça rend des services, quoi. Ça, tout a disparu à cause des multinationales, comme on dit ça. Hein. Ce qui a été dommage. Du reste, ça continue. On fait des multinationales, on fait des Migros, on fait des... Ce qui donne préjudice pour les petits artisans. On n'y reverra plus, ça, du reste. C'est fini, ça. La diminution progressive du nombre d'exploitations agricoles et l'usage généralisé de la voiture à partir des années 50 et surtout dans les années 60 a profondément changé le caractère du village. Pour caricaturer, on peut parler d'un processus de changement qui voit un village agricole devenir un village résidentiel. Ce processus aujourd'hui n'est pas encore achevé, il est en cours, mais il est très sensible. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Que la majorité des habitants ne travaillent plus dans l'agriculture. Ils se rendent donc chaque jour en ville. Cela signifie aussi que bien des commerces qui faisaient au fond un peu la richesse du tissu villageois traditionnellement, les petites épiceries, les petits artisans, notamment ceux qui travaillaient directement pour l'agriculture, comme les charrons, les gens qui fabriquent et réparent les chars, ou le maréchal Ferrand, des personnalités fortes du village, et bien tout ceci évidemment a disparu. Il n'y a aujourd'hui plus aucun commerce à Soral, ce qui lui garde une vie très sympathique, c'est évidemment la présence de plusieurs bistrots, mais le reste de l'activité commerciale n'existe plus. Pour une raison banale, on l'aura bien compris, c'est que la voiture donne la possibilité de faire des courses dans des grandes surfaces et n'impose plus, à partir du moment où toutes les femmes ont eu aussi une voiture, n'impose plus donc d'aller se servir dans les petites épiceries du coin. Donc, il y a un effet village-dortoir, si l'on veut, qui est plus manifeste, à vrai dire, dans d'autres villages que celui de Soral, où la présence des agriculteurs est forte et surtout les vieilles familles qui habitent depuis des siècles à Soral gardent un caractère villageois assez vivace. Je le répète, si on compare à ce qu'on peut observer ailleurs.